Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Cabinet de Curiosité. Un épisode avec un invité très spécial aujourd'hui, El Renardo. Bonsoir. On se connaît depuis longtemps, c'est un ami de longue date. On se connaît par rapport à des circonstances un peu particulières. Comment vous expliquer on va vous montrer. Êtes-vous dérangé par des bruits étranges au milieu de la nuit ? Avez-vous jamais eu la chair de poule dans votre cave ou votre grenier? Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un spectre, un revenant, un fantôme? Si la réponse est oui, n'attendez plus. Décrochez votre téléphone et appelez des professionnels. Ghostbusters France. Osez parler, nous sommes prêts à vous croire. Effectivement, on se connaît via Ghostbusters France, dont on fait partie tous les deux. Et je tenais à t'inviter sur cette vidéo parce que je veux présenter, ça fait un moment qu'on me le demande sur la chaîne en plus, des mallettes de chasseurs de fantômes du 19e siècle. C'est très peu connu. Il y a un truc, peut-être un équivalent qui te parlera beaucoup plus à toi ainsi qu'aux gens, c'est les Vampire Killing Kits. Tu sais, les kits de chasseurs de vampires. Alors moi je suis dans les fantômes, je suis pas trop dans les vampires. Ouais, mais t'as déjà vu passer les coffrets, tu sais, avec le crucifix, le flingue, les balles en argent, les trucs comme ça. Ça a existé historiquement, c'est pas juste un... C'est pas pour les loups-garous plutôt les balles en argent? Alors, très bonne remarque, et si, mais t'en trouvais quand même dans les coffrets de chasseurs de vampires. De toute façon, une balle c'est une balle, ça fait... Voilà. Alors, il faut savoir que justement, la mode, entre guillemets, des coffrets de chasseurs de vampires comme ça a été lancé justement par un armurier de Liège. Qui voulait trouver une manière de relancer un peu son business et de vendre les flingues qu'il fabriquait. Et de vendre des balles plus chères, je parie aussi. Voilà, balles plus chères en argent. Et puis surtout, même les armes étaient travaillées avec des symboles religieux ou ésotériques dessus. Il y avait un travail un peu d'orfèvrerie en plus sur les flingues, donc il leur rajoutait de la valeur. Et les plus gros revendeurs de coffrets de Vampire Killing Kit, tu sais qui c'était? C'est un commerce qui n'a rien à voir avec ça, c'est les hôtels. Ah en fait, voilà. Il faut savoir que cette époque de mode-là, c'est aussi le mythe du vampire est redéfini à cette époque-là, avec Bram Stoker et Dracula. On passe de l'image du Nosferatu, moche, tu sais, chauve, oreilles pointues, les dents de vampire de lapin. Des vampires plus classe. Voilà, à un truc plus classe, et un vampire qui est charmeur même. D'accord. Alors qu'avant, il n'est pas du tout charmeur. Hein, c'est vraiment un monstre au sens basique du terme. Et là, on passe sur ce délire-là. En parallèle, on a donc c'est la littérature qui romantise un peu le vampire. Et en parallèle, venant des pays de l'Est à la base, il y a une énorme épidémie de rage. Et les symptômes humains de la rage sont assez proches. Et il y a ça, il y a d'autres maladies en plus qui s'ajoutent à ça, comme le porphyrisme ou des choses comme ça, qui sont des maladies du sang, et qui font qu'on a tout plein de symptômes qui s'apparentent à du vampirisme. Un fait vampirisme. Voilà. Plus le fait qu'on a des connaissances médicales un peu moins balèzes qu'aujourd'hui, et qu'on a tendance aussi à enterrer des gens alors qu'ils sont pas vraiment morts, ça va aussi entretenir le mythe du vampire avec les griffures dans les cercueils et tout. Et donc pourquoi les hôtels justement Parce que comme c'est une énorme mode du vampire, t'as plein de gens qui vont faire les touristes jusque dans les pays de l'Est. D'accord. Et en fait ils font étape aux hôtels. Et dans tous les hôtels, dans beaucoup d'hôtels à l'époque, t'as les hôtels qui vendaient des coffrets pour que tu fasses la route en fait. Ouais, mais ça donne pas envie d'aller à l'hôtel en fait. Ouais, non, c'est tu bizarre. Dis, on peut attaquer par un vampire. Les gars, ils vendent, tu vois, ils ont un petit bar, un truc comme ça, puis un truc où il y a des coffrets. Et en face, t'as le vendeur d'ail. C'est ça. Des guns, des pieux, des. Non, c'est bizarre. Et voilà, il y a quand même un côté, en fait, quand on se renseigne sur les kits de vampires,
c'est le truc le plus connu, mais effectivement il y a un côté, tu sens un peu limite attrape touriste quoi, qui surfe sur une mode et tout. Les coffrets de chasseurs de fantômes sont moins répandus, mais ont pas du tout le même contexte. Si dans un coffret de chasseurs de vampires on a tout ce qu'il faut pour déglinguer de la créature surnaturelle, ici on est dans un travail d'enquête. Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est pour ça que je voulais que tu sois là. Voilà. Parce que, avant qu'on ouvre les coffrets, j'aimerais que tu présentes un petit peu ton travail, et pas que ce que tu fais au sein de GBF, mais ce que tu fais dans ta vie professionnelle, parce que ça nous intéresse aussi. Oui. Alors moi, beaucoup me connaissent sous le nom de Eldor Orlando sur internet. Je suis programmeur de jeux vidéo et principalement dans l'horreur et la chasse aux fantômes. Mais sinon aussi, je fais aussi pas mal de reproductions de films. Donc d'où la combinaison et du matériel que vous verrez après. J'ai aussi du matériel de chasseurs de fantômes réels qu'on peut voir dans les vidéos YouTube ou dans différents films ou séries plus ou moins documentées, hollywoodianisées, on va dire américaines. Voilà. et voilà. Voilà, et du coup en plus tu travailles dans le jeu vidéo sur, on peut citer ton jeu. Oui, donc mon premier jeu Ghost Hunter Corp. Enfin mon premier jeu connu, parce que c'est pas mon premier jeu sorti. Et il est super cool Ghost Hunter Corp. On se demandait si on faisait peut-être gagner une clé ou deux, mais on verra plus tard. Ça dépend s'ils sont sages dans la vidéo. On verra. On vous surveille. On verra. Je te vois toi là-bas au fond là. Ah oui, tu fais bien note. Donc, on va voir un petit peu ces mallettes-là. Effectivement, c'est comme je le disais, on est moins dans le défonçage de créatures comme sur les kits de vampires, on est plus dans un procédé d'enquête. Donc vérifier si la hantise est présente. C'est ça. Non. C'est ça. Il faut aussi remettre ça dans le contexte, comme j'en ai beaucoup parlé sur les autres vidéos, mais c'est la grande mode du spiritisme. Et on est aussi dans la période charnière entre la fin du 19e siècle et le début du 20e. Et il y a un énorme intérêt pour la science. C'est pour ça que ça m'intéresse de faire le parallèle avec SOS Fantôme et la licence de film, parce qu'en fait, le paranormal est vu sous un aspect scientifique. Moi perso, c'est ce qui m'a séduit dans l'univers Ghostbusters. C'est cet aspect de rationaliser le truc et d'essayer d'y trouver une explication. Tu vois, dans Ghostbusters, on a tous les délires d'énergie psychocinétique, ce genre de choses. Et ben on était un petit peu pareil ici. On va les ouvrir et on va les découvrir ensemble. Je vais t'expliquer un peu le matos et on va faire des petits parallèles avec le matériel. Alors déjà, comme tu peux le constater, on a un protocole dans le couvercle. Alors, le protocole... Alors, est-ce que c'est protocole coq ou... Ouais, protocole coq. J'espère qu'ils vont pas nous censurer la vidéo en anglais. Ouais. Protocole coq, c'est comment ou quand. Alors ça, j'avais eu l'autorisation de Christian Schellman de reproduire ça, qui était un truc édité par une société parapsychologique belge au 19e siècle. Effectivement, en fait, la chasse aux fantômes, elle naît de ça. Elle naît de tous ces mouvements médiumniques, spirit, et d'investigation qui vont se mettre en place. Et t'as beaucoup de gens qui vont chercher, pas forcément à comprendre le pourquoi du comment, mais au moins à essayer de découvrir et de scientifiser un maximum d'informations. Il y a des problèmes aussi qui vont s'ajouter à ça, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Le premier objet dont j'aimerais bien te parler, en fait, c'est ça. Alors ça, c'est un petit flacon avec une bougie dedans. En fait, on a un équivalent chez Ghostbusters. Si tu pouvais l'attraper d'ailleurs, il est juste là. Comme ça, tu vas le présenter. Le voici. Voilà. Le piège à fantôme. Alors, en complet, avec toutes les parties. Hop, la pédale et la ghost trap. Alors moi, c'est rigolo, quand je fais mon spectacle Ghostbusters, je pose souvent la question aux gens en leur montrant le Proton Pack. Et je leur dis, c'est quoi ça? Ils me disent, c'est un aspirateur à fantôme. Sur le pack, on te l'a fait aussi. Et je dis rien, je monte le piège, je dis, et du coup, ça, c'est quoi? Et il bug. Parce que si tu aspires, tu peux pas. Pourtant, c'est l'un des deux objets les plus cultes du film. Enfin, les trois, on va compter aussi. Mais le pack ne l'aspire pas, ça tire une effluve qui fait office un peu de lasso, qui permet de le maintenir au-dessus du piège et de le fatiguer en énergie. Et c'est ça. Voilà, parce que dans l'univers de Ghostbusters, on ne peut pas exorciser ou tuer un fantôme en fait. On peut juste le contenir quelque part, c'est le mieux qu'on peut faire.
Sachant que les pièges peuvent pas les contenir trop longtemps non plus. Il faut vite passer sur une unité de confinement Oui, plus une solide, plus grosse, sinon, parce que dès qu'il n'y a plus de piles, après. voilà. Enfin, plus d'énergie dessus. Donc voici, voilà, c'est ma reproduction. Alors, elle est un peu morflée avec pas mal d'événements. Ouais, on en a chassé quelques-uns. Voilà, ça a été, elle a pris un peu de poussière suite à un petit virus qui a, qui a ralenti les opérations. Ah oui, ça vole un peu. Donc voilà. Et donc la pédale aussi, quand on appuie dessus pour l'ouvrir et le fermer. Et ben ça justement, il y a un équivalent historique qui est devant toi. C'est là, on est vraiment sur du piège à fantômes utilisé à l'époque victorienne. Alors c'est particulier, c'est pas juste un flacon avec une bougie. Il y a plusieurs petits trucs. Déjà la bougie est très spéciale. La bougie est fabriquée avec, alors j'ai un vieux paplard où il y a marqué. Elle a bien servi celle-là. Confectionné avec la graisse d'un pendu, mélangé à du salpêtre, du zimat, du sel, du poivre long, le tout enroulé dans un morceau de drap mortuaire et séché dans un four chauffé avec de la fougère et de la verveine. Ensuite, la graisse est mélangée à de la cire vierge, du sésame de Laponie, la mèche est faite avec une corde de pendu, etc. etc. Ça Tu vois, explique l'odeur. t'as tout un délire comme ça. Alors déjà, il faut savoir plusieurs choses. Comme c'est fait avec la graisse d'un pendu, et la mèche soit avec les cheveux d'un pendu, soit avec de la corde de pendaison, ça a donné lieu à un commerce un peu bizarre. Tu as des gens qui fabriquaient ce genre de choses, qui faisaient leur marché dans les prisons, qui allaient voir les condamnés à mort, et qui, avant qu'ils soient exécutés, leur proposaient de racheter le corps. le corps, la corde. Alors tu as aussi des collectionneurs qui rachetaient les cordes. Et c'était très bizarre parce que le mec il allait être pendu à 14h, à 11h du matin, là, un mec qui débarquait, il disait bon allez, 4000, 5000, et puis t'as des... Quand ça a pris de l'ampleur, t'as plusieurs mecs qui allaient négocier en même temps. Donc le type dans sa cellule, il avait 4 clampins qui étaient en train d'essayer de négocier ses prix après sa pendaison. La question qu'on pose souvent c'est pourquoi faire... Mais c'était pas au gars qui négociait, c'était à l'autre de la prison. Parce Alors que le non, mec, justement, il le négociait auprès des prisonniers. après- Et donc c'est pour les familles Et des prisonniers voilà, ou... justement, Parce que je vois pas trop l'intérêt qu'il y c'est en aurait dans souvent les deux là. ouais, ce serait bizarre. C'est souvent la question qu'on pose. Alors, soit ils font reverser à la famille, soit ils se font un kiff, je vais me faire péter un bon gros repas, de la vinasse en prison, des trucs comme ça. En général, c'est souvent des gens qui vont passer ça à leur famille ou quoi. Mais du coup, t'avais des achats de cordes, de graisse, de trucs comme ça. T'as des collectionneurs de cordes de pendu. D'accord. Ouais, c'est chelou. Et en fait, cette recette-là que je détaillais un petit peu, qui se fait avec différents ingrédients, permet de faire des bougies particulières qui sont l'essence des pièges à fantômes de l'époque. Parce que ces ingrédients, il y a encore des trucs sur le parchemin, je vais pas tout détailler, mais la flamme de cette bougie-là est censée attirer les esprits. Oui, c'est comme un corps vide, sans âme. C'est- Et donc c'est ouais. pour essayer de le... C'est même limite un truc très simple, ça va être un coup de comme les moustiques ou les lucioles, tu vois, ça va être attiré par la lumière. Et normalement, quand la flamme s'éteint, ça veut dire que le fantôme, il est là. Et dedans. Il s'est posé et du coup, on ferme le flacon et il peut pas s'échapper. C'est aussi simple que ça. Et après le but du jeu c'est pas casser le flacon. Voilà. Alors il y en a même qui Y sont... a-t-il une différence justement pour la blanche et la rouge Pas- ou c'est pas du juste que tout. c'est la production Pas du- je crois pas, je crois qu'en fait, c'est... Bah déjà tu vois, elles ont un peu... elles se sont un peu affaissées. Elles ont pris un peu... Le truc surtout, il y en a un, mais j'ai pas réussi à retrouver. Il y en a une où il y avait un miroir qui était calé dans le couvercle. Alors je sais pas si la couleur a à voir avec ça. Je crois que c'est la rouge qui avait un miroir dans le couvercle. En fait, on a aussi cette croyance assez ancienne, quand quelqu'un meurt dans une maison, on couvre tous les miroirs. Oui. On dit aussi que briser un miroir, c'est 7 ans de malheur. Oui. Est-ce que tu as la référence de ça? Ouais. Ils sont pas que l'âme se voit En fait, voilà, on voile les miroirs parce que en fait, il y a ce côté bizarre qu'on a de la perception d'un miroir qui est comme un espèce de monde parallèle. Le monde chelou, inversé, oui. Voilà. Et du coup, on pensait que les fantômes pouvaient se retrouver coincés dans le miroir. Et du coup, ça provoque un phénomène de hantise. Donc on couvrait D'accord. les miroirs. Et briser un miroir, ça équivaut à casser la maison éventuelle d'un fantôme. Et si tu brises la maison éventuelle d'un fantôme, c'est 7 ans de malheur. Les 7 ans de malheur, on en parlera aussi tout à l'heure sur un autre esprit assez intéressant.
dont je t'ai déjà parlé hors caméra, tu vois, on a encore cette histoire de 7 ans. Et du coup, voilà, comme les fantômes sont censés pouvoir rester dans les miroirs au cas où, ils plaçaient des miroirs. Il y a certains miroirs qui étaient fabriqués d'ailleurs avec des conditions particulières, aussi un peu comme la bougie des fois, mais même un miroir normal peut faire office. Il est dans le couvercle et du coup, clac, si jamais le fantôme essaye de forcer le couvercle ou quoi, bah en fait, Il reste bloqué dedans. Voilà, dans un deuxième piège dans le piège. Donc grosso modo, ça c'est nos ghost traps. C'est l'ancien ghost trap. Voilà. On est quand même mieux avec ces modèles qu'on peut balancer. Oui, au moins ils roulent par terre. Ça tu peux pas balancer du coup, sinon tu le pètes et... Mais je sais une petite question aussi par rapport à cet objet là. Étant donné que la mèche est déjà noire, est-ce que c'était vraiment une bonne idée de l'ouvrir? C'est pas faux. Ouais, oh, ça passera à SAV. Ouais, voilà, on se débrouillera. Non, par contre, je crois que celui-là n'a pas été utilisé justement. Les mèches doivent être noircies, je sais pas, à la fabrication, ils doivent les amorcer. Mais celle-là fait la longueur de base. Parce que sur ces modèles-là, en fait, les premières versions de ce qu'ils ont fabriqué, ils se contentaient de prendre un pot, voire un bougeoir tout simplement. Poser un bougeoir métallique, et le problème c'était le vent. C'est pour ça qu'ils sont passés au délire du pot, déjà parce que ça permet de contenir le fantôme, mais en plus ils font la bougie qui est plus petite pour pas que le vent puisse éteindre la mèche. En fait. C'est un procédé scientifique entre guillemets, disons, c'est un raisonnement le plus logique pour l'époque. Ils se disent on va essayer d'écarter tout paramètre hasardeux ou tout biais cognitif qui pourrait faire dire que donc ouais, mais si c'est un courant d'air, bah du coup on va faire une bougie plus courte pour pas que ce soit comme ça, ouais. Et les gars, ils devaient sûrement faire des tests à souffler sur le flacon pour voir si ça marchait ou pas, je pense. Donc voilà, notre piège à fantôme victorien. C'est fou quand même, hein, comme... Et des bougies comme ça étaient aussi utilisées pour des séances de spiritisme. Ils plaçaient les bougies en centre de table et tout, et ça a donné lieu à tout un commerce où tu avais des bougies comme ça. Sans le verre, là, c'est pour appeler le fantôme pour qu'il vienne discuter. C'est ça. C'est ça. Sachant que s'il vient éteindre la bougie, mais que du coup tu l'enfermes pas, il reste présent sur la séance et tout. Et c'est quelque chose qui se vendait très 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 cher. Hein. Ces bougies-là, c'était vraiment sur le marché de l'occulte. C'était un peu comme les pénis-séances dont j'ai parlé dans certaines vidéos ou d'autres objets. C'est des trucs qui étaient très lucratifs. On passe à l'objet suivant. Allez, c'est parti. Alors, l'objet suivant, j'aimerais qu'on parle de ceci. Ah, le PK émetteur. Voilà. Justement, tu disais, c'est peut-être pas très judicieux de les avoir ouvertes, vu que, on va voir. Je te laisse nous expliquer un peu le délire de cet objet-là. Yes. Alors, il a un peu de patine, hein, j'ai fait quelques missions, mais... Ça se voit. Hein, l'entretien de fin de mission, je ne connais pas trop. Non. Donc c'est un PK émetteur, c'est un appareil qui permet de détecter tout ce qui est les énergies occultes, les énergies fantomatiques, tous ces éléments-là qui peuvent se balader et qu'on ne voit pas à l'œil nu. C'est ça. D'ailleurs, ouais, en fait, ils expliquent que dans le jeu vidéo, je crois, ils disent, il fonctionne comme un pendule. C'est-à-dire que plus tu approches d'une cible, plus les antennes vont se relever et plus les lumières vont clignoter et le bip va être vite et tout. Et il fait le parallèle avec le pendule. C'est exactement ce que je veux faire pour faire la transition avec l'objet suivant. Justement, on a un équivalent aussi de ça. On a un équivalent réel. Voilà. Alors je crois que j'en avais déjà fait un peu évocation dans une autre vidéo, mais les pendules étaient beaucoup utilisés, notamment pour investiguer sur les lieux de hantises et tout. Sauf qu'il y a eu, encore une fois, des anecdotes un peu bizarres sur ces histoires-là. Les pendules, tu sais très certainement comme moi qu'il en existe des centaines et des centaines de sortes différentes. Oui, alors je pourrais pas trop te dire parce que je suis pas trop formé aux pendules. Non, moi non plus, donc c'est pas de ouf. Plus en psychologie qu'en parapsychologie, on va dire. En fait, le pendule est déjà un révélateur de l'effet idéomoteur. Ça, j'en parlerai dans un épisode de l'art de la déduction parce que ça relève plus de cet ordre-là. C'est vraiment de la psycho, mais grosso modo, dans les croyances, le pendule est censé réagir aux énergies présentes sur les lieux. En gros, c'est censé réagir, donc le pendule, à différentes énergies, sauf que
il existe des centaines de pendules différents avec différentes matières. Ici, c'est une pierre et caillou magique, j'y connais rien, je t'avoue. Oui, il me semble que sûrement la pierre sert à faire des éléments différents, à capter voilà, des choses bah, surtout différentes. que tu as des centaines de pierres différentes, donc ça te fait des déclinaisons de plein de pendules possibles. Ensuite, tu as des pendules en différents métaux, en or, en plomb, en Ouais, étain. t'as des modèles où tu mets des liquides dedans ou de la Voilà. cendre. De la cendre, tu peux les charger en objet, tu as des modèles en différentes essences de bois, tu as beaucoup de possibilités en fait. Et c'est partant de ce principe que pour la chasse aux fantômes, ils ont écarté cet objet-là en fait. Parce que comme c'est une croyance liée un peu au principe des énergies, ils sont partis du constat suivant, ils se sont dit ouais mais attends, imagine, j'ai mon pendule en pierre de lune ou en obsidienne ou en buis, je sais pas, et je suis sur un lieu qui est censé être très réactif, mais il s'avère que les énergies de ce lieu ne sont pas compatibles avec les énergies de mon pendule. Donc au début, il y en a qui ont raisonné comme ça et qui débarquaient sur les lieux avec des coffrets avec plein de pendules différents. Sauf que les mecs, ils se sont vite rendus compte que c'était pas gérable de sortir sans pendule en prenant, en plus comme ils essayaient d'avoir un protocole le plus scientifique possible, ils essayaient de tout consigner en gardant toutes les fausses pistes ou les biais d'interprétation et tout, donc ils ont dit bon, on va arrêter, ça va être le bordel. Et du coup, ils sont passés à un autre objet qui a été utilisé comme un pendule, j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur le Bible and Key justement, ils utilisaient des clés en fait. Ils utilisaient des clés, déjà pour le côté un peu plus symbolique de la chose. La clé dans l'occultisme a une symbolique assez forte, ça donne accès à des trucs pas accessibles, t'as une notion de secret, de trucs comme ça. Et en fait, ils utilisaient des clés comme pendules, alors soit ils les gardaient en main comme ça, ils se concentraient sur les énergies des clés, et ça c'est aussi un truc de charlatan parce que il y a quelques effets, tu sais, le métier que je fais dans la vie. Hein, pour ceux qui arrivent sur la chaîne qui ne savent pas exactement, vous êtes en train de regarder un truc bizarre. Moi je suis magicien, mentaliste et pickpocket. Et je travaille beaucoup en mentalisme et en magie sur le paranormal et l'occulte. Donc forcément... Et donc voilà, il y a plein de trucs comme ça. Sinon, ceux qui essayaient d'être un peu plus clean, ils allaient tout simplement pendre les clés à des chaînes ou à des ficelles, comme un pendule. Mais la clé était censée être un truc un peu plus universel, un peu plus occulte. Parce qu'en vrai, ça remplace pas trop le problème. Je veux dire, ton pendule, tu peux mettre aussi n'importe quel type de métal au bout, et tu reviendrais sur le même type d'expérience. Sauf que en se basant sur la symbolique de la clé, effectivement, ils rajoutent la symbolique. Et ils l'ont même poussé un peu plus pour, je pense que c'est justement pour contrer un peu ce que tu dis. Parce qu'ils réfléchissent. En fait, ils se donnaient beaucoup eux-mêmes de contre-arguments pour dire oui, mais histoire, c'est un protocole scientifique, c'est comme ça que ça marche d'ailleurs. Hein. Mais le truc, c'est qu'ils prenaient pas n'importe quelle clé du coup. Ils se mettaient à récupérer des clés qui étaient chargées émotionnellement, historiquement ou des trucs comme ça. Donc, t'as des clés de. Alors, j'aime bien, je crois que c'est déjà de cet exemple dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Quand j'ai fait ces recherches-là, j'étais tombé sur la clé d'un château en Écosse. Un truc très cliché de là-bas, mais très vraiment château réputé hanté et tout. La clé s'était vendue 5000 livres en 1896 ou 93, je sais plus. Donc la valeur de l'argent n'est pas la même à l'époque. Oui, c'est pas les mêmes. Et le château n'existe plus. Il reste un bout de mur de 1m20 de long sur 80 cm de haut, c'est tout ce qui reste du château. Et la clé s'est vendue une fortune parce que c'est ce château. C'est la clé d'entrée. C'est ça. Il y a toute la symbolique qui est rattachée au truc. Et c'est des gars qui l'ont utilisé pour de l'enquête paranormale. Donc dis-toi qu'en gros le PKE, c'est beaucoup du pendule qui est utilisé comme ça. Mais ça, c'est quand même sur les... On est sur du matos ou on est sur de la croyance de fantômes, on est d'accord. Oui. Je t'ai dit tout à l'heure que on était quand même loin de l'équivalent des chasseurs de vampires avec des mallettes pour vraiment tout déglinguer. On est vraiment là dans un protocole d'enquête et tout, et je vais te montrer les trucs un peu plus, comment dire, qui cassent un peu plus le rêve malheureusement du chasseur de paranormal. Juste avant, on a un dernier objet. T'as tes ectogoggles sur toi ? Oui. Ouais. Oui, ils sont juste là. Donc les Hop, les fameuses ectogoggles.
Les lunettes de chasseur de fantômes. Bah, je te laisse un peu présenter l'objet aussi du coup. Voilà, c'est des lunettes de chasseur de fantômes. On peut les mettre, permettre de voir les fantômes mieux. Et elles font aussi, le PKE aussi en même temps. Certaines d'elles permettent... C'est vrai qu'elles analysent aussi les traces d'énergie psychocinétiques. C'est comme une petite caméra embarquée qui permet de voir. C'est ça, avec un principe de vision aussi, nocturne, de plein de trucs comme ça. Les fantômes faits par les photos, tout ça. C'est le principe de la caméra, voilà. Oui, les orbes aussi, les trucs comme ça. D'après toi, est-ce qu'on a un équivalent au 19e? Ah, je pense que oui. Je pense que oui. Ah bah, tu penses bien. Alors, un équivalent... Du 19e. Ouais, voilà, du 19e. Hein. Alors, je sais pas si tu connais, c'est un truc un peu plus dans le milieu New Age et tout, mais tu as des appareils photographiques pour photographier ton aura. Ah non, je sais pas du tout. Alors, ça existe. En fait, c'est un produit qui est utilisé, c'est un produit chimique, je crois. J'ai plus le nom exact. Je suis désolé, je regarderai, je l'ajouterai. C'est un produit chimique donc qui est mis entre deux plaques de verre pour faire une espèce de film particulier. C'est quelque chose qui capte des fréquences de lumière qu'on capte pas à l'œil nu. Et on a vraiment des auras humaines qui apparaissent. T'as des gens qui ont un truc de telle couleur, d'autres de telle couleur. Des fois ça change. Attention, c'est comme j'ai dit, ça vient de plus du milieu New Age, donc il n'y a pas une grosse véracité scientifique non plus. Et ben en fait, on faisait le même principe, alors soit avec des goggles classiques, soit ça se faisait souvent sous forme comme ça. J'ai pas tout, hein, tu m'excuseras, il n'y a pas la sangle normalement. Je suis en train d'essayer de refaire faire un joint comme à l'époque, mais en gros, voilà, t'as plusieurs lentilles. Donc là, j'ai un modèle. J'ai qu'une lentille sur celui-là, mais normalement, en fait. Là, on met le petit liquide dessus, là. Normalement, tu as ton joint comme ça, tu mets ton petit liquide, tac, tu mets ton autre lentille, tu scelles le truc, et tu es censé voir des couleurs cheloues, des trucs comme ça. Il y a un peu de jeu. Et il préférait en général le garder sur un seul œil, c'est pour ça qu'il est en mono, parce qu'ils se disaient qu'ils avaient toujours l'œil à côté pour vérifier que ce soit pas un bug d'image ou un truc comme ça. Alors j'avais essayé avec le produit, j'avais réussi à en trouver, tu voyais une image un peu, tu sais, de base ça te colorise un peu l'image, ça te fait un truc un peu entre le orange et le violet un peu bizarre. D'accord. Et ça change vraiment, si on avait fait des tests selon les lumières ou quoi, t'as vraiment des espèces d'ondes chatoyantes autour des objets, autour des gens aussi, c'est très bizarre. Et après, il y a une véracité scientifique quand même dans le produit utilisé, de là à dire que c'est l'aura des gens, ça c'est un peu plus large, mais il y a vraiment un truc qui marche avec le spectre lumineux qui a un effet particulier sur la perception, comme les lasers ou sur le truc, tu vois, c'est quelque chose qui est explicable d'un point de vue physique et optique. Oui, le liquide doit absorber certaines couleurs et voilà, donc il va se passer d'autres. Donc voilà, on avait même des ecto-goggles au 19e, c'est quand même fou, hein. Bon après c'est pas agréable, hein. Moi j'avais essayé sur des lunettes style lunettes de vue qui étaient montées exprès pour, un vieux truc. T'as l'impression d'être un peu sous l'eau, mais en même temps les couleurs elles sont cheloues, elles bougent, enfin c'est très bizarre, très bizarre. Il y a un vieux trip sous acide des années 70. Voilà. Mais bon, ça permet de voir les fantômes, du coup c'est cool. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ce n'est que la première partie, la suite de la vidéo arrivera très bientôt. On a préféré diviser ça en 2 épisodes pour pas que ça vous fasse un contenu trop long d'un coup. Il y a beaucoup d'informations à assimiler. On a encore plein d'éléments à voir dans la mallette du chasseur de fantômes. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. On a plusieurs émissions qui devraient, je pense, vous intéresser. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, mettre un petit pouce au passage, un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, la section commentaires est là pour ça. Merci énormément à El Renardo d'être venu participer à cette vidéo et de nous permettre de faire cette comparaison avec le matériel de chasseur de fantômes de la licence Ghostbusters.
Merci beaucoup à lui. On va faire gagner des petites clés de son jeu. Pour ça, il faudra regarder la partie numéro 2 de la vidéo quand elle sortira. Donc restez à l'affût. Je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de la mallette du chasseur de fantômes. Bisous!